Bonjour, je remercie déjà la Société des sciences naturelles de m'avoir invité à faire un exposé donc, sur un milieu extrêmement anthropisé qui est l'agrosystème cultivé, et on va parler donc flore adventice suite à ce qui a été dit déjà un petit peu auparavant. Donc j'appartiens à une unité INRA d'agroécologie, donc c'est moi qui ai invité à faire l'exposé, mais on est une douzaine de chercheurs au labo à travailler plus particulièrement sur les mauvaises herbes entre guillemets, et je pense que vous aurez eu différents exposés en fonction de l'origine des gens, qu'ils soient agronomes, écologues. Vous aurez certainement eu des variations dans l'exposé qui est présenté aujourd'hui. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est pas une vision institutionnelle, hein. C'est ma vision à moi, chercheur de terrain, mais certainement d'autres collègues de mon unité auraient présenté les choses de façon un peu différente. Donc on peut se poser déjà la question, pourquoi s'intéresser à cette évolution. Donc un point extrêmement rapide. En 2010, l'agrosystème, donc les zones cultivées, c'est 28 millions d'hectares, ça veut dire 60% de notre territoire, 16% des terres au niveau de l'Union européenne. Et dans le contexte actuel, la France reste le premier pays producteur de l'Union européenne, et c'est un secteur d'exportation. Donc, ok, on parle de biodiversité, protection de l'environnement, mais dans le contexte actuel, on ne peut quand même pas oublier ce fonds économique. C'est un de nos derniers secteurs d'exportation. On ne peut pas totalement négliger ça dans la réflexion. Si on regarde la flore qui épouse ces agrosystèmes, c'est environ 2000 espèces, ça veut dire un tiers de la flore pratiquement. La flore des champs cultivés de Philippe Jodin, que je vous ai mis en photo ici, regroupe 1200 espèces. Et parmi ces espèces, un très grand nombre d'espèces annuelles. Donc si on prend les 3 points verts que j'ai mis sur la diapo, 60% de notre territoire, environ un tiers de la flore et une très grande partie des espèces annuelles de notre flore, on voit que l'évolution de cette flore est extrêmement importante et que c'est un enjeu non négligeable. On ne peut pas négliger ces flores qui poussent dans ces milieux anthropisés. Alors, mauvaise herbe, flore adventice, on ne va pas perdre du temps sur ce débat, même si je persiste à dire que mauvaise herbe est le meilleur terme, mais ça on va en discuter après dans les questions. Il existe un certain nombre de définitions, plante se développant là où elle n'est pas désirée, plante dont on n'a pas encore découvert la vertu, donc la notion de nuisibilité dans la première définition, la notion de fonction dans la deuxième définition. Et cette définition d'Augustin de Candolle, que je trouve personnellement très bonne, donc toutes les herbes qui naissent d'elles-mêmes dans les terrains cultivés sont réputées mauvaises herbes, quelle que puisse être leur utilité. Et là, on a toute la définition qu'on utilise en agroécologie aujourd'hui. Il y a ce problème de nuisibilité, de gêne, parce qu'on ne peut pas nier, même si je vais vous montrer tout à l'heure, on ne peut pas vraiment le prouver non plus. Et il y a cette utilité, cette fonctionnalité, ce rôle qu'ont ces plantes dans nos agrosystèmes, qui n'est absolument pas négligeable. Pourtant, cette définition, elle n'est pas scientifique, elle n'est pas botanique, elle n'est pas phytosociologique, elle ne permet même pas de définir le milieu dans lequel on se trouve, donc elle est assez incomplète. Je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui des mauvaises herbes et des milieux cultivés. Alors, ces milieux cultivés, c'est quoi? Alors, on va reprendre l'exposé qu'avait bien juste de faire Jean-Louis avant. Donc, ce sont des milieux ouverts, et ce sont même, dans certains endroits, les derniers milieux ouverts. C'est-à-dire les derniers endroits où une flore annuelle peut s'installer et se développer. Donc avec un travail du sol sur près de 33% de notre territoire, la culture annuelle c'est le tiers de notre territoire, avec des ouvertures et fermetures du milieu. Ce qui est intéressant, c'est cette ouverture et cette fermeture au cours du cycle qui font que c'est une flore très particulière qui peut s'adapter à ce type de pratique. Par contre, les pressions de sélection, ils sont extrêmement intenses et incomparables par rapport aux autres écosystèmes, puisque ça va jusqu'à 100% de destruction de la flore présente. Il y a la compétition, vous avez un champ de maïs ici, il n'y a pas beaucoup de plantes qui arrivent à pousser là-dedans, c'est extrêmement difficile. Il y a les méthodes de désherbage, qu'elles soient chimiques ou mécaniques, qui amènent une destruction de la flore. Et puis il y a le labour, qui est décrit comme une pratique extrêmement destructrice, effectivement, tout est retourné. On vient de vous dire tout à l'heure, il y a quelques minutes, qu'on labourait 3 fois par an auparavant. Donc quand on parle d'augmentation de l'intensivité des pratiques, il faut être extrêmement prudent sur l'intensivité. Quand on labourait 3 fois par an une jachère, il devait y avoir finalement peu d'espèces qui pouvaient boucler leur cycle sur des systèmes comme ça. Donc, mais ça reste une pratique extrêmement, avec une pression très forte pour la flore. Quelles espèces on va trouver là-dedans? Alors là, en fonction de vos spécialités et des connaissances de chacun, on pourrait dessiner une fleur différente. Mais j'ai choisi de représenter en gros en fonction de leur cycle de développement. Donc il y a des espèces pionnières, présentes dans les parcelles cultivées, hérophytes, géophytes, des espèces rudérales qui vont pouvoir rentrer à l'intérieur de ce milieu, des prairiales, des ex-espèces cultivées dont on a totalement oublié qu'elles étaient cultivées avant et qu'elles sont devenues mauvaises herbes aujourd'hui. Et tout ça forme une communauté
on peut définir si c'est vraiment une communauté végétale ou pas, en tout cas un ensemble d'espèces qui vivent dans les milieux cultivés et qui survivent. D'un point de vue phytosociologique, c'est regroupé dans une classe, les Stellariidea mediae, avec deux ordres, en gros les milieux calcaires et les milieux acides, je fais vite, les phytosociologues me pardonneront, et à l'intérieur de ces deux ordres, des associations qui sont en gros découpées en cultures sarclées et cultures non sarclées. Je fais très vite, mes études de phytosociologie sont loin. Donc dans cette fleur, dans cette communauté où il y a donc toutes ces mauvaises herbes, il y a un petit cœur orange au milieu, qui définit en gros les espèces mycicoles, c'est-à-dire des espèces qui sont fortement ou totalement liées aux parcelles cultivées, donc des espèces très particulières. Donc avec un paradoxe, leur existence est totalement liée à l'activité agricole, pratiquement totalement liée à l'activité agricole. Il y a quelques milieux en France, des pelouses sèches ou quelques rebords de falaises qu'on a pu découvrir à la sortie du centenaire cette année que Olivier Bardet nous a montré. On se retrouve face à une flore annuelle un petit peu bizarre, mais en gros ces espèces n'existent que dans les parcelles cultivées. C'est essentiellement des espèces annuelles monocarpiques hivernales, 300 espèces en gros dans notre flore. Et si on enlève les espèces transgressives, les rubérales, si on prend que les espèces présentes dans les moissons, qui sont d'introduction ancienne, pas d'introduction récente, en gros, il y aurait 130 espèces mycicoles, donc des espèces qui sont fondamentalement liées aux activités agricoles et qui ne peuvent être, finalement, qui ont leur niche écologique dans des milieux introduits par l'homme. Donc il y a un plan national qui est mis en route depuis quelques années. Et on a la chance d'avoir encore de grands spécialistes de ces espèces en France, dont Philippe Fauza, il faut son nom sur ce transparent, qui est un grand spécialiste de cette espèce et peut-être un des derniers même en Europe à bien connaître cette flore. Alors où est le problème des mauvaises herbes? Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Tout d'abord, je dirais qu'une nuisibilité réelle. Alors je suis incapable de vous prouver scientifiquement. Le moindre travail qui permet de quantifier les pertes liées à la flore adventice. Je vous demande de me croire qu'il y a un problème de nuisibilité, qui peut affecter la qualité, la quantité des récoltes. En tout cas, c'est clairement un problème dès qu'on met en place une innovation dans le monde agronomique. Et dès qu'on crée une nouvelle pratique pour essayer d'améliorer les pratiques de protéger l'environnement, on se trouve face à un problème de flore adventice qui se développe de façon importante. C'est un refuge de bioagresseurs, ça c'est connu depuis quelque temps. Ça, c'est le côté noir des mauvaises herbes, mais d'un autre côté, il y a aussi d'autres facettes, c'est que c'est une composante indispensable des agro-systèmes. C'est-à-dire que c'est vraiment une flore, c'est la flore sauvage de ces milieux, et elle est fondamentale pour tous les systèmes agricoles. Pour autant, là aussi, je n'ai pas la moindre preuve bibliographique de ça. Je suis incapable de vous dire le rôle trophique de la flore adventice pour les carabidés ou pour l'ensemble de la chaîne trophique. Donc dans ces deux niveaux d'information, on est dans les hypothèses, les supputations qui sont fortes quand même. Il y a un problème mauvaises herbes et je suis persuadé que c'est une composante indispensable au milieu écologique. Mais pour autant, il y a très peu de quantification parce que c'est compliqué à faire et c'est pas évident à traiter. Alors, comment prendre en compte cette double fonction? Ça, c'est le vrai problème qu'on peut se poser. En fait, pendant très longtemps, ça n'a pas du tout pris compte de la double fonction. Le seul problème, c'était désherber, il fallait enlever cette flore. Alors, désherber, ça ne veut pas dire désherber chimiquement, ça veut dire désherber par tous les moyens possibles et imaginables. Ça veut dire soit tuer les plantes, les arracher, les faire mourir, soit simplement ralentir leur croissance pour qu'elles ne posent pas de problème à la plante cultivée. Tout est bon, moyens mécaniques, des animaux, des herbicides chimiques, bien entendu, on les brûle, et pendant très 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 longtemps, on a arraché et désherbé à la main. Ce désherbage à la main, il date d'environ 8000 ans, depuis le début de l'agriculture. On a beaucoup désherbé à la main, c'est-à-dire même pas avec un outil. La culture du lin était désherbée à la main, les femmes et les enfants qui faisaient ça étaient à genoux dans les parcelles et avançaient tout doucement en arrachant les plantes une par une à la main, tout simplement pour ne pas remuer le sol et refaire partir une nouvelle vague de mauvaises herbes. C'était un travail extrêmement pénible. Je vous ai mis une photo d'une ondine ici, c'était ces femmes qui désherbaient les rizières dans le nord de l'Italie. C'était un véritable esclavage, puisque ces femmes se sont révoltées au début du XXe siècle, et ça fait l'objet de chants d'ailleurs en Italie, la
révolte de ces femmes face à la pression de travail qu'on leur donnait. La science faisait avancer l'agriculture à l'époque. Bon, je ne suis pas sûr que c'était vraiment révolutionnaire, mais il existe des plateaux de désherbage aujourd'hui, comme ça, chez les agriculteurs bio, où les gens sont allongés et désherbent à la main au fur et à mesure de l'avancement du tracteur. Donc c'est des choses qui sont toujours. Et je vous ai mis une image en couleur pour vous dire que le désherbage manuel n'est pas une pratique oubliée, ça continue à se faire aujourd'hui. Nous sommes là aux États-Unis, ce sont les Mexicains qui désherbent, bien entendu, c'est pas très cher. Et là aussi, le désherbage se fait à la main. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait à la machine, il travaille au couteau ou à la cerclette, à un tel point que l'Église catholique exigeait une protection de ces gens, tellement les dégâts des heures et des heures de travail et de faire désherber à la main étaient importants sur ces populations. Qui désherbait à la main, mais essentiellement les femmes et les enfants, parce que c'était moins cher, c'est la principale raison, et 6 à 9 femmes, je vous ai mis une petite donnée ici qui date du début du siècle, désherbaient 25 arts dans le cas d'infestations importantes de flore. Donc ça avançait vraiment pas vite. C'était un désherbage très très long. Très certainement, il n'y avait qu'un seul passage. Vu le temps passé, une fois que la couverture de la plante cultivée s'était mise en place, on ne repassait pas une seconde fois. Alors, parmi les nombreuses méthodes qui sont apparues après, il y a eu le désherbage tracté. Alors, pour désherber d'un point de vue tracté, il faut semer en ligne. Et donc, il faut sortir de la ferme, le semeur, le geste auguste du semeur. Il faut sortir le meilleur ouvrier, celui qui savait semer régulièrement dans les parcelles. Il faut le sortir, il faut le remplacer par une machine qui va semer. Et là, à partir de ce moment-là, on sème en ligne, on peut désherber en ligne. Vous poser la question, quel est l'intérêt de semer en ligne? On va créer des espaces vides dans lesquels vont se désherber la flore. Oui, va pouvoir pousser la flore, donc c'est peut-être pas un bon plan. Oui, mais en attendant, on peut désherber beaucoup plus rapidement, puisqu'on désherbe de 3 à 4 hectares par jour, donc là on augmente la vitesse de désherbage de façon très importante. Quand les tracteurs vont arriver, comme le dit Jean-Louis, là on va encore pouvoir augmenter la vitesse de désherbage, sauf que la pression des tracteurs va correspondre très vite à la pression des herbicides chimiques, donc ça va être lié au niveau du désherbage. Un gain de temps, et on remplace la main-d'œuvre qui avait disparu, parce que c'est aussi le problème qui a apparu à cette époque-là. Les enfants vont à l'école, les femmes sont mieux payées grâce aux mutuelles agricoles, et donc de ce fait, les gros agriculteurs de l'époque, à la fin du début du XXe siècle, demandent aux chercheurs d'inventer des poisons des plantes pour pouvoir répondre au problème du désherbage, weed killer en anglais, qui correspond parfaitement au terme. C'est la même demande en Angleterre à cette époque-là. Alors le désherbage chimique, rapidement, son histoire et son évolution, la seule chose que je n'ai pas trouvée sur les mauvaises herbes, c'est la prière. La prière n'a visiblement pas été utilisée, contrairement aux ravageurs, où on priait, on faisait des processions, ce n'est pas le cas des mauvaises herbes. On a tout utilisé, sel de mercure, sulfate de cuivre à 30 à 50 kg/hectare, hein, pour ceux qui mettent du bordelaise, on multiplie par 10 ou par 20 la quantité de sulfate de cuivre hectare, donc ça va être tout peu dans les champs après. 200 kg/hectare de sulfate de fer sous forme de paillettes, ça va être aussi assez impressionnant à voir. Ça, c'est au cours des années, au cours des 50 premières années du XXe siècle. Les savants français, puisqu'on était savants à l'époque, pas chercheurs, inventent la première méthode de désherbage chimique à base d'acide sulfurique. 15 kg/hectare d'acide sulfurique pour désherber un blé, c'est-à-dire qu'un agriculteur ça avait fait une règle de 3, c'est-à-dire qu'il savait mélanger l'eau à l'acide, donc il y avait une véritable connaissance qui se développait à partir de là. Et bon, là les images sont un peu bucoliques, hein. Le cheval était protégé par des grosses couvertures, le bonhomme aussi. Les nuages de gouttes d'acide sulfurique devaient être assez piquantes quand même. Pour nous, malherbologues, c'est intéressant, ce sont les premiers comptages de mauvaises herbes. C'est la première fois qu'on a une idée des densités de plantes présentes dans les champs. Donc c'est des données qui sont assez intéressantes pour nous. Les herbages d'acide sulfurique étaient utilisés jusqu'aux années 50 en France. Et aujourd'hui, on redésherbe à l'acide acétique est homologué en France pour désherber dans les champs. Donc on revient à des molécules minérales de ce type-là, vu qu'on est en train d'éliminer, de sortir beaucoup de molécules organiques. Alors, le désherbage en France apparaît massivement après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des publicités intéressantes. Vous voyez qu'on passe du désherbage à la main fait par des femmes à un désherbage chimique fait par des hommes. Donc, un petit peu de machisme derrière ça. On évolue vraiment dans les pratiques. Des publicités qu'on ne ferait plus aujourd'hui, comme sous les pas d'Attila, hein, les herbicides portaient des noms de destructeurs et de choses comme ça. Aujourd'hui, on les appelle zéphyr, des noms tout doux. Mais ça reste des herbicides, ça ne change pas grand-chose au problème. Plus de 230 molécules ont été utilisées en France depuis 1934. Le pic, c'était 137 molécules en 2002. En France, rien que pour la France, homologué en France, 137 molécules herbicides. On est redescendu à 105 aujourd'hui.
on remonte un petit peu, tous les herbicides et les fongicides disparaissent de façon très importante dans nos systèmes, les herbicides se maintiennent, ce qui semblerait prouver qu'il y a quand même bien un problème de gestion, qu'on pourrait peut-être d'ailleurs gérer autrement. Ces herbicides, on ne peut pas nier leur efficacité, ils ont été super efficaces, ils ont baissé les coûts de façon extrêmement importante, mais les impacts sur l'environnement, la biodiversité et la santé humaine sont aussi extrêmement importants. Ce n'est pas une nouveauté de s'en occuper aujourd'hui. Hein. Dès les fin des années 50, début des années 60, on s'inquiète de l'impact de ces produits en termes de diversité de flore. C'était des agronomes à l'époque, c'était même des gens qui travaillaient dans les sociétés phytosanitaires qui mettaient des alertes sur l'utilisation de ces produits. Alors la conséquence pour la flore, puisque c'est la question qui m'est posée en gros aujourd'hui, une réduction importante de la diversité et de la densité des populations. Alors les premiers chiffres, vous voyez au-dessus de la courbe, c'est ce qui donne la tendance, sont des estimations, il ne faut pas rêver, on avait des estimations quand même assez faibles de ça. Donc entre 1952 et 1966, en gros, l'utilisation des herbicides antidicotylédones, on passe de 180 millions de graines par 4000 mètres par acre, donc environ 4000 mètres carrés, à 20 millions, donc on diminue de façon extrêmement importante, il reste quand même 20 millions de graines par surface, par 4000 mètres carrés, ça reste quand même des densités assez importantes, mais on réduit assez drastiquement cette diversité. Et si on regarde les travaux plus récents, réalisés par un thésard de notre unité, entre 1970 et 2000 en Côte d'Or, on serait passé de 16 espèces par parcelle à 9 espèces, et en densité moyenne, on serait passé de 61 plantes, on est passé de 61 plantes à mètre carré à 20 plantes au mètre carré, donc une réduction encore importante au cours de ces dernières années. Alors comme on a vu hier pour les poissons, faut faire gaffe aux chiffres, il y a eu en plus du remplacement d'espèces, c'est-à-dire que cette diminution de certaines espèces rares est compensée par l'entrée de nouvelles espèces. Il faudrait regarder les fonctions de ces espèces, il semblerait qu'elles soient à peu près identiques, mais derrière ce chiffre se cache en plus un remplacement d'espèces. Donc les données en elles-mêmes demandent d'être bien vérifiées pour voir l'impact de cette diminution de la diversité. Une trentaine d'espèces piscicoles seraient définitivement éteintes en France, même si on a un petit peu de mal à visualiser ça aussi, parce que ce sont sans doute des espèces qui étaient très rares aussi il y a 2 siècles. Ce sont sans doute des espèces très rares qui ont disparu parce qu'elles avaient des niches écologiques extrêmement réduites, elles avaient des exigences écologiques extrêmement élevées, et donc le moindre changement a posé le problème. Alors quels sont les changements? Je les ai listés ici. Le tri d'essence était un facteur extrêmement important, ça c'est non chimique, et les agriculteurs ont simplement évité de ressemer les mauvaises herbes qu'ils récoltaient avec leur blé. Ça c'est eu un impact très important sur une mauvaise herbe comme la cuscute, qui était une parasite, qui a quasi totalement disparu dès qu'on a su la trier. Elle remonte en force en ce moment. La fertilisation azotée, l'azote c'est acide, c'était un super herbicide, non seulement ça nourrissait la plante cultivée, mais c'est un effet herbicide très important aussi. Le travail du sol et le désherbage chimique a achevé tout ça à partir de 1900 à 1950. Alors des petites cartes juste pour vous illustrer ça, on a peu de données, on en a quelques-unes, sur 2 espèces, donc le bleuet, évolution entre 70 et 1990. Alors la Côte d'Or est un cas particulier, on a toujours eu du bleuet. Sur les plateaux aujourd'hui c'est difficile de trouver une parcelle sans bleuet, c'est même devenu carrément un cauchemar pour certains agriculteurs des plateaux. On est dans une situation où il y a perte de contrôle vis-à-vis du bleuet. On voit du bleuet dans la plaine de Saône alors qu'il y a 20 ans on n'en voyait pratiquement pas, donc c'est une plante qui est en train de remonter actuellement. Ça c'est lié à la diminution d'un certain nombre de produits. Ou d'autres espèces ça va être beaucoup plus compliqué, comme la saponnière des vaches que personnellement j'ai jamais vu en dehors de jardins botaniques. Alors, comment ont évolué les pratiques? Et là, je réponds à la question qui m'est posée aujourd'hui. Dans un premier temps, ce qu'on a observé, ce sont des problématiques environnementales. C'est-à-dire, on a essayé de protéger les réserves en eau, puisqu'on trouvait les herbicides massivement dans l'eau. Et en mettant en place ces mesures environnementales, on a protégé quelque part la diversité des communautés de mauvaises herbes. Mais c'était indirect. On ne visait pas la protection de ces communautés, c'est une mesure indirecte de protection des ressources en eau qui fait qu'on a essayé d'utiliser le moins possible d'herbicides, pour ne plus en utiliser du tout, c'est le cas de l'agriculture biologique, et ça a eu pour effet l'augmentation de la densité de flore, de la diversité spécifique. Ça n'a pas été extraordinaire d'un point de vue nombre d'espèces et surtout la densité des espèces qui étaient présentes dans les parcelles qui a augmenté. Donc des espèces ubiquistes, très tolérantes, qui sont montées en puissance et pas véritablement des espèces rares qui sont réapparues. Et ça s'est traduit par un certain nombre de pratiques, agriculture raisonnée, durable, intégrée, chacun y a mis son mot et son logo, bien entendu, voire même bandes enherbées qui ont permis de faire ça.
développement du désherbage mécanique pour éviter de mettre des molécules. Mais on continue à désherber. On ne met plus de molécules chimiques, mais on essaie de remplacer par une pratique de désherbage mécanique. Donc on ne vise pas spécialement la protection de la flore. Deuxième type de mesure, c'est la protection des espèces menacées dans les agrosystèmes. Et là, les oiseaux ont été d'une grande aide pour les mauvaises herbes, parce qu'en protégeant le busard, l'outarde ou le ral légionnaire, on met en place des mesures de limitation de la gestion des parcelles qui va profiter à la flore adventice. Mais là aussi, c'est indirect. On n'essaie pas de protéger directement les espèces de mauvaises herbes. Alors, je vais citer quelques cas. Les abeilles, le hamster et quelques mesures mauvaises herbes, comme le bleuet dans l'ouest de la France ou la queue-souris en Alsace, qu'on essaie de protéger par des pratiques. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la problématique de la protection des espèces menacées peut rentrer en conflit avec la problématique environnementale. C'est-à-dire que protéger une espèce qui pousse dans des cultures d'hiver amène par exemple à faire des rotations que des cultures d'hiver pour protéger cette espèce, cette adventice hivernale, et donc on rentre en conflit avec la problématique environnementale qui dit qu'il faut faire des rotations. Donc on peut avoir conflit entre les deux méthodes. Qu'est-ce qu'on a vu se développer? Déjà chez Fleury, donc on peut hautement contester l'intérêt, mais c'est à la mode, on ne peut pas y faire grand-chose. Les fauches sympas ou le plan messicole qui permet donc de protéger un certain nombre d'espèces. Je terminerai par la problématique paysage, avec donc pour cette problématique la réinsertion d'un certain nombre de structures pérennes dans les milieux cultivés. On peut se demander si ces structures pérennes vont favoriser la flore annuelle. Ce n'est pas évident. L'intérêt, ça peut être que, par exemple, une rampe de traitement n'ira pas jusqu'à la haie, et donc, de façon indirecte, il y aura une petite zone qui sera moins traitée, qui pourra être favorable à la flore adventice. Ma dernière diapositive, pour conclure ce petit exposé, une question un peu provocatrice, finalement, peut-on ne pas désherber? Pourrait-on dire, on ne désherbe pas du tout? Quand je dis désherber, ça ne veut pas dire chimique. Peut-on accepter la présence des espèces dans les milieux dans lesquels on vit? Alors, je vous ai mis cette question se pose à tout le monde, aux agriculteurs, à vous qui avez un jardin, à nous qui marchons sur les trottoirs. Est-ce qu'on accepte une flore ou pas sur ces trottoirs? C'est une question globale. Est-ce qu'on peut accepter la présence de ces espèces? C'est le principe de la permaculture. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que je connais assez mal le système, mais en gros, l'idée c'est que finalement il y a des équilibres qui finissent par se mettre en place et qu'on peut obtenir une culture avec un rendement acceptable tout en laissant une flore qui va s'acclimater autour. Ça demande à être creusé, mais voilà. D'un point de vue de recherche, ça s'appelle le développement de l'agroécologie. C'est ce qui est développé par l'INRA et par le ministre de l'Agriculture qui nous met une pression très très forte là-dessus. Ce serait en gros utiliser tous les systèmes de régulation biologique dans les écosystèmes pour limiter la flore adventice. Mais on est bien dans la limitation de la flore, c'est-à-dire que quelque part on reconnaît que si on se laisse déborder, on n'arrive pas à gérer. Donc on n'est pas dans le principe de la permaculture qui est au-dessus. Prédation avec des carapes, compétition avec des couverts végétaux, ces photos que je vous ai mises, ou même prédation avec des oiseaux, allélopathie avec des plantes qui vont émettre des substances qui vont limiter les mauvaises herbes, parasitisme, là on y va un petit peu moins, on se voit mal réintroduire des rouilles, des oïdiums dans des parcelles pour contrer les mauvaises herbes, on est un peu moins sûr de nous de ce côté-là. Donc globalement la question qui s'est posée aujourd'hui c'est est-ce que ces régulations biologiques sont suffisantes pour maintenir une agriculture durable avec une gestion équilibrée des mauvaises herbes. Donc ce serait le changement le plus important, l'évolution la plus importante, ce serait qu'on tolérerait la présence de la flore, on ne chercherait plus systématiquement à la désherber. Il y a des parcelles d'agriculture biologique dans lesquelles il n'y a pas la moindre mauvaise herbe. Agriculture biologique ne veut pas dire forcément diversité de la flore. On est bien dans des systèmes de désherbage mécanique et pas chimique. Là, la question qui se pose, c'est on réduit très fortement le désherbage en se disant ça va passer et on arrivera à avoir un rendement suffisant tout en maintenant cette flore qui, je le répète, ne pousse que dans les parcelles cultivées et qui est donc indispensable. Il est donc indispensable de les protéger et d'en maintenir des niches écologiques favorables à toutes ces plantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour la concision, la précision. Est-ce qu'il y a une question? Une ou deux questions? Alors, ce sera deux questions seulement. Je réponds de façon très courte. J'avais trois très brèves remarques. La première, c'est que la biodiversité que représentent ces plantes est clairement une biodiversité d'origine anthropique, puisque les milieux où elles se développent sont d'origine anthropique, donc ça souligne bien le rôle dans certains écosystèmes tempérés, vraiment de la dimension sociétale de la biodiversité, des choix qui sont autour. L'autre aspect que vous aurez peut-être envie de commenter, vous dites qu'on ne voit pas les dégâts.
des effets négatifs. Bon, quand même, il y a des fois, je pense à des champs pourris d'amarante en Amérique ou pourris de striga en Afrique où on voit l'effet. Cela dit, c'est pas à la même échelle d'intensité de présence, effectivement, de ces bestioles-là. Et sur le rôle positif, par contre, mon commentaire est le suivant. On ne pense pas aujourd'hui à une agriculture où on utilise des champignons mycorhiziens, qui étaient raconté hier par Daniel Vif. Or, dans ces systèmes-là, l'existence de plantes relais ou d'une biodiversité de plantes associées peut avoir un rôle positif sur la mycorhisation, et si elle devient vraiment nécessaire et utilisée et valorisée en production, alors éventuellement l'existence de plantes relais ou plantes réservoirs peut vraiment être pensée. On avait déposé un projet en ce sens à l'ANR pour financer pour 4 ans, mais vous parliez de prière tout à l'heure, c'est à peu près du même ordre en termes de taux de succès. Je réponds très vite aux deux derniers points. Effectivement, les situations américaines avec une culture, une mauvaise herbe résistante à un herbicide, on est dans le non-sens agronomique absolu, donc même pas de commentaires, tellement on est tombé dans des systèmes qui sont aberrants d'un point de vue agronomique. Ce qui est aberrant, c'est pas la monoculture. Hein. La monoculture en tant que telle, à mon avis, peut être défendable si elle est pas intensive. Intensive avec un seul herbicide, comme c'est pratiqué là-bas, ça n'a aucun sens. Le deuxième point, c'est effectivement les plantes relais. C'est extrêmement intéressant. Maintenant, il y a un problème de spatialisation qui n'est pas tranché avec la flore adventice. Par exemple, est-ce qu'il faut des zones refuges, des bordures? Est-ce que cette flore adventice doit être répartie sur l'ensemble de la parcelle? Et à quelle densité? Ce sont des vraies questions. C'est super intéressant à se poser comme question. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait des cultures où on n'utilise plus du tout d'herbicides, parce que les pratiques non chimiques à côté sont extrêmement efficaces. On pourrait estimer qu'il y a des cultures sur lesquelles on se garde à un certain niveau de production. Il y a une réflexion globale qui n'est pas faite et qui est vraiment extrêmement intéressante à faire. Mais la vraie question, c'est doit-on désherber? C'est-à-dire, si on veut trier la flore, je vais provoquer un petit peu, excusez-moi, si on veut trier des espèces dans la flore, garder les bonnes et garder certaines flores et pas d'autres, le désherbage chimique est vachement plus efficace pour trier la flore que le désherbage mécanique. Admettons qu'on veut garder que de dicotylédones nectarifères, et bon, on y arrive très bien qu'un herbicide, alors qu'on n'y arrive pas du tout avec une hercétride. Donc c'est une provocation qui est faite par les botanistes anglais qui disaient si vous voulez une flore sympa, utilisez des herbicides plutôt que du désherbage mécanique. Et à côté de Dijon, les sorties qu'on a fait avec la Société Sciences Naturelles sur les mysticoles, on est dans des zones désherbées. Et la question qu'on se pose entre nous, l'un et l'autre, qu'est-ce qui se passerait si on arrêterait le désherbage? Est-ce que ces mysticoles ne disparaîtraient pas? Parce qu'en fait, la faible pression qui est utilisée permet de conserver cette flore. Donc c'est vraiment une question d'équilibre, de réflexion, et chaque cas est particulier, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. C'est une petite intervention pour la dernière, Philippe Agnès. Sincèrement, merci pour cet exposé, parce qu'il nous amène des questions de fond sur l'impact des vesicoles réels, qu'on ne connaît pas si bien. Et donc ce besoin de lutter sur quelque chose dont on ne maîtrise pas l'impact. Et donc en dehors de ça, pour Natura 2000, j'aimerais bien qu'on retire de l'exposé le fait que Natura 2000 puisse être aussi une nouvelle problématique vis-à-vis des vesicoles, parce qu'en Bourgogne, on n'a pas d'exemple. Et comme on a eu le droit en Bourgogne, mais comme dans toute la région de France, à tous les procès sur Natura 2000 possibles et imaginables, c'est qu'au moins on ne fasse pas le procès des vesicoles. Il y a peut-être le cas qu'on a plus tard dans le pays entier, mais qui est très suivi, qui est très étudié. De toute façon, bientôt à Niort, on ne pourra plus boire l'eau, parce qu'on a quand même un gros problème, et là, le problème, il est agricole, il n'est pas lié Natura 2000. Donc, je pense que le Graal des Genèves que tu as cité, n'est qu'en prévu. Peut-être qu'on l'a vu dans les champs d'orge maintenant, mais sincèrement, donc, je pense que Graal des Genèves et le psychol, c'est pas lié du tout. Mais c'est juste parce que bon, il y a peut-être des représentants de la profession agricole dans la salle. Et je crois qu'on a assez de sujets comme ça. J'ai évoqué juste l'ensemble des mesures qui sont faites pour protéger la diversité dans les milieux cultivés. Les prairies, c'est un milieu cultivé. Et c'était simplement l'ensemble des mesures. Évidemment, il n'y a pas de lien entre un Natura 2000 et une forme vésicole, mais Natura 2000 a beaucoup de mal à rentrer et rentre très difficilement dans les systèmes agricoles, alors que pourtant, c'est une mesure qui est indispensable à mettre en place. Mais tout ça, ce qui est vraiment intéressant dans les milieux cultivés, c'est les questions d'équilibre et d'objectif. On n'est pas face à un monde noir et blanc, on est face à des décisions qui sont gris clair, gris foncé, et il y a des compromis à faire. Et le plus difficile aujourd'hui, je trouve, dans les discussions, c'est arriver à avoir des compromis. Faire accepter qu'une pratique puisse avoir un impact, mais qu'en échange, le coût
bénéfice de cette pratique, ben, finalement, on a un gain, même si à côté, il y a un petit impact. Donc c'est accepter ces compromis qui est le plus difficile aujourd'hui. Merci. Merci.